m'entend bien? Génial. Bonjour à tous, Monsieur le Président de la région Nouvelle-Aquitaine, cher Alain, Monsieur le Président de Centre Info, Louis-Charles Viossa, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les partenaires sociaux, Mesdames et Messieurs, vous, acteurs de la formation, j'ai noté aussi quelques entreprises et bien d'autres acteurs dans la salle. Pour moi, aujourd'hui, il est vrai, c'est un immense plaisir de venir vous parler du plan d'investissement dans les compétences. D'abord parce que ce plan, je ne vais pas le construire seul, on va le construire ensemble. Aux côtés de Madame la ministre Muriel Pénicaud, qui sera là avec nous tout à l'heure, il nous convient d'engager cette transformation. Alain Rousset, tout à l'heure, l'a rappelé. Je la nomme, moi, sous une forme de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du pays, rien que cela. Alors oui, ça ne va pas être facile. Vous êtes quelques-uns à, de temps en temps, me glisser dans le creux de l'oreille. Bon courage, Estelle. Je ne sais pas pourquoi. Cette transformation, c'est un défi. Elle nous engage. Je crois surtout qu'aucune transformation ne se décrète sans savoir précisément où l'on va, ce qu'on cherche à faire, à déterminer précisément ce sur quoi on cherche à investir. En l'espèce, c'est la première chose à laquelle j'ai cherché à m'atteler, dire précisément quels sont les choix de ce plan d'investissement dans les compétences. Et les choix que nous avons faits, c'est déterminer clairement que l'investissement que nous allons mener dans les 5 prochaines années se dirige vers une société des compétences plus inclusive, plus compétitive pour nos entreprises. Ça veut dire quoi? En premier lieu, c'est former 1 million de jeunes demandeurs d'emploi, 1 million de jeunes et donc 1 million de demandeurs d'emploi peu qualifiés pour renforcer leurs compétences et leurs qualifications et pour accéder durablement à l'emploi. Mais au programme, c'est aussi accélérer la transformation du système de la formation professionnelle. Et entre nous, je crois qu'on peut quand même convenir que son fonctionnement n'est pas totalement optimal. Enfin, traduisons-le. En réalité, je crois qu'il convient pour nous, acteurs de la formation, de considérer qu'il nous faut retrouver une certaine forme de fierté. Mais en même temps, combien de gens dans nos entourages, combien de gens proches de nous traduisent ce qui représente pour eux, dans le secteur de la formation professionnelle, le calvaire bureaucratique et ou le sentiment d'un verrou. On est passé dans une société où l'aspiration au choix, l'aspiration à l'autonomie, l'aspiration à la prise en main de son destin professionnel est devenue le quotidien de chacun, fait légion. Et donc pour nous, déverrouiller l'accès à la formation, le rendre plus accessible, plus transparent, amener à engager quelques transformations en profondeur, ça ne paraît pas inaccessible, mais en réalité, c'est ce qui nous permettra de retrouver ce sentiment de formation qualitative, formation de qualité. C'est la traduction concrète. Alors oui, en réalité, ce qu'on va rendre plus optimal, c'est le fait de traduire cette formation, ces contenus, ce que vous délivrez tous les jours, comme un accès qui traduit le fait que ce n'est pas un parcours du combattant, que celui-là, il est dans le rétroviseur, et que nous devrons introduire un peu plus de culture du oui, un peu partout, dans nos pratiques, dans l'accompagnement, certes dans la formation. On va aussi s'attaquer à quelques enjeux de fond. On va surtout s'y attaquer par des logiques de coopération active. Alors, le plan d'investissement dans les compétences, en réalité, il n'en est que le moyen. Pourquoi le plan ? Faut-il le rappeler, les innovations techniques accélèrent la marche vers le progrès, accélèrent les ruptures. Je pense que ces mutations, vous les connaissez, vous les voyez à l'œuvre, vous les touchez du doigt tout le temps, tous les jours, avec vos entreprises. On sait bien que la question qui nous est posée, c'est de savoir comment, à l'heure du réveil de la croissance, former et accompagner lorsqu'on est en situation d'absence ou d'obsolescence de compétences, touche
un certain nombre de personnes, notamment les plus fragiles. De la roue au circuit intégré, les évolutions technologiques ont toujours imposé, toujours, aux hommes et aux femmes de s'adapter. Ça a toujours été une constante historique. Mais en réalité, ce qui est aujourd'hui inédit, ce n'est pas cette constante que l'on sait traduire en matière de transformation, c'est la vitesse à laquelle les métiers évoluent, la vitesse à laquelle les entreprises se transforment, la vitesse à laquelle les services de R&D traduisent leur transformation en produits finis. Cette rapidité des transformations, elle rend plus complexe, pour nous, la possibilité de prévoir, de projeter. C'est pour ça que le progrès de l'âge industriel, de l'âge de la formation qui façonne notre nouveau monde, est perçu pour certains comme plus dangereux. Je ne vais pas citer ou paraphraser un sociologue connu qui parle de remède ou de poison. Moi, je crois surtout que notre vrai défi, à nous, c'est celui de faire un Big Bang des compétences. C'est quoi le Big Bang? Le Big Bang, en fait, c'est pas si compliqué. Et pourtant, c'est si compliqué. C'est permettre aux entreprises d'acquérir vite, facilement, les compétences déterminantes parce qu'elles veulent juste traduire une équation économique et sociale. Rester dans la course et pas se situer hors course. Et ça, c'est l'urgence, l'exigence qu'elles font reposer sur les épaules du secteur de la formation professionnelle. Pour les acteurs de la formation, pour les acteurs institutionnels, pour nous, l'État, c'est libérer tout le potentiel créatif et coopératif des salariés, des demandeurs d'emploi, miser sur leurs compétences, celles qui ne demandent qu'à être mises en valeur, démontrer que tout n'est pas joué d'avance, que tout n'est pas fini à la fin de la scolarité, en réalité que tout commence. À l'heure où les révolutions numériques, robotiques, écologiques sont déjà bien engagées, à l'heure où d'autres s'amorcent, ce plan est une impérieuse nécessité. En nous adaptant, nous, à un rythme des transformations qui nous impose de viser juste. Alors je l'ai dit, il va falloir traduire ce rythme. Et traduire précisément ce rythme, ça suppose de savoir précisément quels sont les déficits de compétences. Où et quand? Où et quand nous souffrons de compétences dans les entreprises? À quels égards nous devrons former? Eh bien, il est temps de se doter d'une longue vue. On ne va pas passer notre temps à être borgne et myope à la fois. Alors oui, on va amorcer une série d'investissements sur des outils prospectifs, prédictifs. Hors de question d'être le parent pauvre d'une intelligence artificielle qui irrigue tous les secteurs d'activité. On le sait, on le sait. Ces outils, ce n'est pas une science exacte, c'est vrai, mais c'est un vrai début de commencement. C'est pour ça qu'il ne faut pas être en retard. Ce n'est pas le principal enjeu de la transformation, c'est qu'un début. Mais le partage de ces outils, ces méthodes, le fait d'avoir un corpus lexical commun en matière de compétences, c'est ça que nous devons traduire pour engager la transformation. Et une fois qu'on a commencé cela, en réalité, il reste tant à faire. C'est en expérimentant des pédagogies nouvelles, apprenantes, notamment apprenantes par le faire, c'est comme cela qu'on va donner envie d'apprendre, apprendre à réapprendre. Tout à l'heure, Alain Rousset le citait, et je crois que c'est là notre défi commun. Ces 2 jours sont un moment exceptionnel pour nous aussi, pour venir s'inspirer encore et encore, pour sécuriser une série d'investissements, pour traduire ceux sur lesquels vous avez été pour partie, pour certains d'entre vous, inspirants, depuis longtemps. Mais évidemment, le plan d'investissement, il traduira des besoins ou des insuffisances constatées. Pas plus, mais pas moins. On va cibler un public et en même temps, on va cibler tous les actifs. Dans cette grande ère de transformation qui nous impose d'accélérer, c'est vers les plus distancés qu'on va guider le plan d'investissement, sa plus grande masse financière. Sans vous faire une longue litanie de quelques chiffres, permettez-moi de vous rappeler quelques chiffres qui vous sont tout autant insupportables qu'à moi.
4 fois plus de risques d'être au chômage lorsqu'on est peu qualifié. 1 million de jeunes de moins de 26 ans, soit 13% des jeunes, qui sont parmi cette catégorie des NEET. Mais surtout, ils sont 20% à être au chômage contre 9,4%, là où la lutte contre le chômage est un des enjeux majeurs depuis des années. Pire encore, en emploi, 40% des actifs qui ont un niveau de qualification le plus faible seront dans les prochaines années probablement ceux qui vont être les plus percutés par l'automatisation des tâches. Seulement 5% des personnes les plus qualifiées, semble-t-il, y seront exposées. Moi, je ne sais pas pour l'instant traduire précisément ces chiffres. Je pense simplement que la formation, ça reste encore le meilleur moyen de se prémunir contre le chômage. Alors, le plan d'investissement dans les compétences, c'est vrai, il incarne une vraie ambition républicaine, avec cette priorité qui est donnée aux jeunes, priorité qui est donnée aux personnes les moins qualifiées. Parce qu'on sait aussi qu'on veut amoindrir l'écart au cours de cette période. Les entreprises, pendant la crise, n'ont pas freiné, n'ont pas décéléré en matière de transformation. Et elles vont continuer à accélérer pendant les 5 années qui viennent. Donc tout l'enjeu, c'est de rattraper ce retard, à minima pour ceux qui ne sont pas encore dans la course. C'est pour ça qu'on a mis l'accent sur un tel investissement. 15 milliards. Ça, c'est le chiffre que vous avez tous retenu. C'est un investissement sans précédent. C'est un investissement qui se veut additionnel. J'insiste sur le mot, vous m'entendrez souvent le dire. Additionnel. Il a été répété tout à l'heure, j'en remercie Alain Rousset, en disant qu'il ne se substituera pas aux efforts de formation du pays pendant les 5 prochaines années. Et c'est ça l'enjeu d'une partie de la contractualisation que nous aurons pour partie avec les régions, mais également à bien d'autres égards dans les logiques d'investissement de ce grand plan. 2, ce plan, il ne peut pas se résumer à une vision de circuit financier. Sinon, il manquerait sa cible. Depuis les 3 dernières décennies, on n'a pas connu un tel plan d'investissement. Alors, je ne dis pas qu'on va tout réussir avec ce plan, je n'ai pas des visions idylliques sur des enjeux de transformation, j'ai simplement une immense responsabilité à guider ce plan vers sa cible. Plus ambitieux, plus exigeant, colossal, mais ciblé. Alors, concrètement, ça veut dire quoi ? C'est sur ce point que moi, je vais m'attarder, plus techniquement, à vous présenter quelques éléments de ces grands programmes. 17 programmes dans ce plan d'investissement. En pratique, ça veut dire quoi ? 90% du plan d'investissement sera dirigé vers les parcours de formation, directement vers les parcours de formation, introduisant une série d'actions, et 10% visera la transformation par les outils, les expérimentations, de nouvelles démarches d'achat, pédagogie disruptive, vous permettre d'investir dans ce qu'on attend aussi de vous. Il n'y a pas de transformation sans s'en donner les moyens. Vous le savez, le plan 500 000, d'abord, il a permis de remettre la formation au cœur du village, dit autrement, au cœur de la politique de la formation professionnelle. Il a engagé une vraie dynamique, mais il n'a traduit que l'objectif pour lequel il était visé, quantitatif. Et il l'a atteint. Et en même temps, on en a tous perçu les limites. Les limites, je ne sais pas si c'est comme ça que je veux le traduire pour le plan d'investissement. Je crois surtout que le plan d'investissement, il ne se compare pas au plan 500 000. Il a une visée d'abord pluriannuelle. C'est pour ça qu'il a les moyens d'engager une logique d'investissement durable, d'investissement à tous les étages. Il donne le temps et en même temps, on n'a pas franchement le temps. C'est pour ça qu'on ne va pas commencer dans 5 ans. C'est pour ça qu'une série d'actions, on les mène maintenant. Et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas non plus opposer tout le temps le fait qu'il faille faire du court et du long terme. De ces clivages, il faut en sortir. Alors, 17 programmes, il me faudrait à peu près 2 heures pour vous les présenter. Je crois que je n'ai pas ce temps. Je vais vous les traduire en 4 grands blocs, de façon, je l'espère, le plus pédagogique possible. Premier bloc, ce que j'ai appelé « mieux voir pour mieux orienter ». C'est tous les outils
à travers des programmes qui viseront des outils de prospective. Ça, on va le construire collectivement. Bloc de compétences, certification, prospective agile, appropriation de la data emploi. 2 travaux qui viseront à traduire autrement les commandes de formation, plus ciblées sur les besoins de l'économie, plus ciblées sur les besoins et urgences des entreprises, mais aussi sur les besoins de long terme. C'est la longue vue. Ces nouveaux outils, on va les traduire à travers ceux qui existent déjà. Certains sont à Pôle emploi, certains sont dans des entreprises. On en regarde un certain nombre actuellement. On va les mettre dans un programme qu'on appellera Convergence Data. L'objectif est d'aller plus loin, à travers des logiques autour d'une start-up d'État, d'appel à projets d'innovation autour de ces enjeux. On va lancer tout ça au printemps. En réalité, on engage tous ces travaux actuellement. C'est complexe. Il y a beaucoup de circuits techniques surtout. Et ça sera un des ponts que l'on va construire pour partir vers la future plateforme du CPF. Le deuxième bloc, les parcours de formation. C'est le principal engagement d'investissement tel que je vous l'ai dit tout à l'heure, introduire un continuum emploi-formation. Dit autrement, on va rechercher à concevoir des fabriques de compétences dans tout le pays, métropole et outre-mer. Immense chantier qui passera en premier lieu par des outils d'évaluation de la distance au numérique. On va chercher à la mesurer. D'autres personnes s'y ont intéressées. On va chercher à traduire et avoir ce corpus lexical, y apporter des réponses. On regarde avec attention aujourd'hui les outils du PIX pour les traduire dans le monde professionnel. D'énormes travaux d'intérêt ont été faits, mais c'est trop limité pour nous, il faut aller plus loin. Pas mal d'outils sont d'intérêt dans les entreprises. On veut les traduire. Là encore, on fait converger, on analyse, on passe en mode test and learn. Et hors de question de généraliser tant qu'on n'est pas certain que ça fonctionne. Mais en même temps, on teste. Ça vaudra la critique et je l'écouterai avec attention dans les quelques mois qui viennent. C'est prévu pour le courant milieu d'année. Deuxième axe, dans ce deuxième grand bloc, travailler sur une série d'expérimentations autour du repérage des publics invisibles, de ceux qui ne croient plus ni à l'école, ni en nous. Ceux qui pensent qu'on n'a aucune chance d'être le début de leur solution. Là, on va investir pour rechercher de nouvelles pratiques. La culture du oui, elle commencera par là. Mais je pense qu'il s'agira aussi de montrer des pratiques autour du apprendre par le faire. Il existe de très belles choses dans notre pays. Et c'est ce qu'on va regarder, évidemment, avec l'envie de le généraliser. On va investir également sur une prestation avec Pôle emploi, avec vous, pour ceux qui travaillent aujourd'hui sur les questions du savoir-être. Savoir-être autour des compétences relationnelles, notamment en entreprise, ces compétences tant recherchées par les employeurs. Elle sera opérationnelle début septembre. Les appels d'offres sont attendus dans quelques semaines. On va également créer une prestation de nouveaux designs de parcours, permettant de dessiner tout ce qui relève d'un parcours individualisé. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Il y a encore beaucoup de débats sur cette prestation, parce qu'évidemment, je la veux très, très volontariste. Le financement des parcours de formation avec les régions, je vais y revenir, c'est construire des continuums. Là où on vous attend, aux côtés des régions, avec Pôle emploi, c'est construire des continuums sur les savoirs de base, compétences transversales, soft skills, parcours qualifiants ciblés sur les besoins de l'économie, sectoriels et territorial, en tenant compte des singularités au plus proche des territoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en un, résorber tout ce qui relève du déficit des compétences de base. Avec 15 milliards, je crois qu'on a les moyens de s'attaquer à cette question. 3 millions de personnes sont fragilisées par une situation d'illettrisme ou encore d'électronisme. C'est bon, on ne va pas continuer dans 5 ans à se raconter toujours la même histoire. Je pense qu'il faut s'y attaquer. Il y a déjà énormément de choses de qualité qui sont faites, mais en réalité, le vrai défi, c'est de doubler les places. C'est de s'en donner les moyens. Et ça, il nous fallait de la visibilité du long terme pour pouvoir attaquer ce sujet.
C'est une cible importante du PIC, mais elle n'est aucunement exclusive du PIC. On a également les moyens d'investir sur les compétences durables, sur des parcours qualifiants. Il a été cité tout à l'heure un montant, 4 500 €. Effectivement, on relève et on rehausse significativement les moyens et on va les doubler sur les 4 prochaines années. Ce n'est pas neutre. Pourquoi? Parce que attaquer les vrais changements, des parcours qui sont cassés, des reconversions, et je sais de quoi je parle. Combien ai-je rencontré de personnes pour lesquelles il fallait faire des parcours sur mesure, se donner du temps, engager des reconversions complexes, ce continuum emploi-formation. Ces minotiers qui m'ont expliqué qu'ils n'allaient plus que chercher des compétences dans le secteur de la maintenance industrielle, ou ces couturières de la haute couture que j'ai eu l'occasion de rencontrer, voire même de reconvertir, et qui se sont retournés vers des métiers de la petite électronique aujourd'hui, électronique de pointe. Oui, ces formations ne se sont pas faites avec 100 heures, c'est vrai. Mais elles ne se sont pas faites non plus sans passer du temps à travailler l'orientation, une meilleure exigence. Changer de métier et de secteur à la fois, c'est complexe. Et c'est complexe au rythme où on nous le demande. Eh bien, c'est bien là qu'on va devoir adapter nos propres outils de production de la formation professionnelle, adapter nos programmes avec des formations plus intenses. Je crois que c'est possible et je crois que c'est ça, faire du sur-mesure. Dans des parcours plus fluides, en diminuant aussi les taux de rupture. Quel gaspillage! Les taux d'abandon, vous les constatez constamment ou souvent. Chacun sait que la mesure de la solidité de la chaîne ou d'une chaîne se mesure sur son maillon faible. Nous, le plan d'investissement dans les compétences, c'est comme ça qu'on l'a pensé. C'est-à-dire agir précisément là où on doit travailler sur les cloisonnements et décloisonnements. Comment on travaille sur de nouvelles coopérations? Comment on construit ce continuum? Eh bien, si on va jusqu'à tripler les moyens pour chaque parcours, c'est vrai, il y aura des parcours à 150 heures, parce qu'il n'y a guère besoin de plus, et puis il y aura des parcours à 1200 heures. Mais ces deux parcours, ça suppose un emploi à la fin, ça suppose d'être certain quand on l'engage, ça suppose de l'évaluer, ça suppose d'être certain d'atteindre sa cible. C'est pour ça que ça va supposer pour nous d'être plus exigeants, de travailler autrement. Alors pour une fois, puisqu'on s'en donne les moyens, je crois qu'on peut se saluer collectivement de cette orientation. La responsabilité, elle sera autant chez moi que chez vous. Dans ce bloc des parcours de formation, on ne va pas s'arrêter là. Il y a énormément d'expérimentations et ou de dispositifs qui fonctionnent plutôt bien et qui atteignent notre cible. C'est la raison pour laquelle on va renforcer certains d'entre eux, les écoles de la deuxième chance, les EPID, les nouveaux parcours emploi-compétences avec Pôle emploi, également certaines dynamiques en faveur de l'insertion par l'activité économique, la garantie jeune. Mais aucun de ces programmes, pas plus, pas moins que ce qu'on va attendre avec les régions, ne sera regardé sans une évaluation, sans plus d'exigence. Ce n'est pas un circuit financier, le plan d'investissement. On va aussi travailler à d'autres programmes, vraiment en cours de réflexion. Évidemment, tous ces programmes vont encore être challengés dans les prochaines semaines, dans le cadre de la mise en place d'une gouvernance stratégique, je vais y revenir. Tout ça, avec les missions locales, avec Pôle emploi, ce seront deux acteurs clés à nos côtés, importants pour pouvoir réussir ces investissements, et c'est en ce sens, parce qu'ils conduisent aussi un certain nombre de dispositifs dans ce plan d'investissement, qui ne seront pas plus ou pas moins regardés que les autres. Mais en même temps, ils prescrivent, et je les attends prescripteurs de la formation pour qu'elle arrive jusqu'à vous. Le troisième bloc, il vise des expérimentations. Il vise à projeter la France dans une culture de l'innovation. Il y a beaucoup de choses de très intéressantes qui se font, je l'ai dit. C'est ça, notre fierté collective retrouvée. Moi, je ne vais pas passer mon temps à vanter tout ce qui se fait de bien dans les autres pays. Heureusement qu'il y a des choses intéressantes là-bas. Je vais passer mon temps à mettre le rétroprojecteur là où certaines expérimentations sont utiles et nécessaires à être généralisées et demandent à être renforcées en matière d'investissement. J'ai aucune vérité en matière d'expérimentation.
Ce que je sais, c'est qu'on ne va pas chercher à disperser, on va aller sur une approche thématique. Le premier secteur d'activité qui s'est bouleversé, transformé en matière de digitalisation, c'est bien celui de la formation professionnelle. Mais c'est aussi, avec ce secteur, et malgré ces bouleversements, un secteur qui peine à engager une formation distancielle. Seulement 34% des personnes, comparativement à près du double au Royaume-Uni, bénéficient de certains contenus à distance. Mais ce n'est pas là tout l'enjeu. Tout l'enjeu, c'est de concevoir des contenus pédagogiques pour les personnes les moins qualifiées. Et là, c'est le désert. C'est bien pour ça que le plan d'investissement, dans ce troisième bloc, il va viser un certain nombre d'investissements qui permettent d'œuvrer sur les parcours de formation. Moi, je ne ferai pas l'apologie du distanciel pour le distanciel. Je n'opposerai pas le distanciel au présentiel. Pour moi, tout ça doit se penser en congruence. Pour moi, tout ça, ça vise, en tout état de cause, à permettre de contourner tout ce qui relève des problématiques d'accès à la formation, d'accès en se traduisant par plus de mobilité, présentiel avec distanciel. Parfois, oui, il y aura de l'achat sur du 100% distanciel, mais pas dans des appels d'offres séparés. Ça doit nous permettre aussi de traduire cette offre de formation professionnelle sur mesure. Et c'est ça, in fine, qui se traduira très concrètement pour vous sur ce qui relève d'une offre plus adaptée aux besoins de chacun. Alors, digital pour le digital, ok, c'est pas mon sujet. Mais en même temps, c'est une belle occasion, avec un tel investissement, pour vous de réengager des réingénieries, quand c'est demandé, pour penser autrement la façon d'apprendre, pour remettre nos jeunes et les demandeurs d'emploi, et surtout pour ceux qui ont un mauvais aussi souvenir de l'école, dans des dynamiques émancipatrices, un apprentissage qui émancipe. Alors cet appel à projet d'innovation, plusieurs thématiques, plusieurs phases, il sera lancé au printemps. Il aura un site dédié dans les prochaines semaines. On est en train d'y travailler. Pôle emploi nous accompagne dans cette démarche. Et il vous permettra, pour les acteurs qui le souhaitent, de déposer des expérimentations d'intérêt. On les regardera à travers un jury. Certains seront lauréats. Mais on n'investira pas dans tout. On investira bien dans des axes thématiques. J'insiste sur ce point. Le quatrième bloc, et là, c'est vrai, souhaitez-moi bon courage parce que c'est un big chantier. La plateforme CPF. C'est vrai, le plan d'investissement dans les compétences, 15 milliards, c'est rien. On met quelques millions d'euros sur une plateforme et tout de suite, ça devient plus compliqué. Bon, alors là, je ne vais pas vous dire que j'ai envie d'un Big Bang, j'en rêve. Vous savez bien, le CPF, là, il s'impose comme un sujet de la réforme. Je veux qu'elle s'accélère, évidemment, parce que c'est un des programmes que j'ai à mettre en œuvre, donc je n'ai pas toute la copie pour l'heure. On sait que ça va devenir un instrument central pour tous les actifs. Il y a déjà plus de 5 millions de personnes qui l'utilisent, beau début. On va essayer de mettre à la poubelle tous les acronymes. J'espère que vous aurez ça dans les débats de la réforme. En tout cas, moi, j'en appelle de mes vœux. Non, je vais être beaucoup plus radicale. En réalité, traduire une telle plateforme, c'est mettre l'usager au cœur de la plateforme. Alors moi, je ne vais pas tout traduire. J'ai des sujets de tuyauterie informatique à régler. Je commence à me plonger dans le sujet. Je suis accompagnée par une équipe extrêmement volontariste, par ceux aussi de la SI. Ça va concerner aussi tous les acteurs, les régions, Pôle emploi. Et je m'aperçois qu'en termes de plomberie, moi aussi, il va falloir que je prenne très très vite certaines leçons et de nouvelles compétences, parce que c'est un vrai Big Bang qu'on doit engager et c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Rendre accessible, facile, lisible, ça va commencer par, évidemment, s'inspirer de choses qui nous intéressent, chez vous, chez certains acteurs. On ne va pas tout réinventer, mais on va essayer de s'éviter un sapin de Noël, avec plein de boules de Noël de toutes les couleurs sur cette plateforme. On va surtout faire en sorte que cette plateforme, elle soit accessible sur vos sites, par des milliers d'API qui font que, évidemment,
tout se traduise et renvoie à vous, déversé vers vous. Voilà, l'enjeu, c'est... Je ne sais pas si c'est acheté en 3 clics. Bien sûr, ce sera des enjeux de qualité, de mise en visibilité, de transparence. Vous avez 1 an pour tout mettre aux normes, donc je compte sur vous. Moi, j'ai juste à récupérer la donnée et mettre tout ça dans le bon ordre sur la plateforme future du compte personnel de formation. En tout état de cause, ça passe donc par la modernisation des systèmes d'information, c'est un grand chantier, mais aussi par la dématérialisation des procédures. Et là, je crois que c'est aussi pour nous un des chantiers de fond, celui qui évitera aux individus, aux actifs, d'avoir ce sentiment, d'avoir des procédures redondantes, administratives, voilà, peut-être un peu décourageantes. Donc si on commence par là, on s'en donne les moyens, je crois qu'on va y arriver. Je ne vais pas m'arrêter longuement sur la méthode avec les régions. Je sais que vous avez suivi pour certains tout cela avec intérêt. Je vais juste vous en traduire quelques temps forts. D'abord, c'est un des programmes parmi les 17. C'est un des plus grands programmes. Il prend évidemment à peu près 72% de l'enveloppe globale, donc ce n'est pas neutre, parce que ce sont les parcours de formation. J'ai amorcé avec les 18 régions dès décembre cette discussion et je tiens à saluer, permettez-le-moi, toutes celles qui se sont engagées dès les premières heures. La région Nouvelle-Aquitaine en était. Et puis, en réalité, toutes sont allées vers un engagement volontariste, massif. Bien sûr, c'est un engagement contractualisé. Ça veut dire que de part et d'autre, on regarde précisément ce qu'on fera de plus, de mieux. Contractualisé, ça veut dire plus exigeant aussi. Je salue les services déconcentrés de l'État qui, là, au pas de course, sont en train de discuter région par région sur ce que doit être le maintien des socles, comment on cible en traduction, en commande d'achat possible, dès cette début d'année 2018, ces conventions d'amorçage. Mais le vrai sujet de la transformation, c'est bâtir ce qui est devant nous, c'est-à-dire pour les 4 prochaines années. Et ça, on l'amorce dans les prochaines semaines par des pactes d'investissement dans les compétences avec les régions, mais qui se traduiront pour tous les acteurs. C'est des appels à propositions qu'on va lancer, sur lesquels on va proposer aux régions de travailler avec vous, nous proposer, d'ici l'été, on laissera quelques mois bien sûr, des orientations pour ces plans 2019-2022, pour traduire l'ensemble de ces orientations stratégiques en approches concrètes, singulières, au plus proche des quartiers, au plus proche des villes, au plus proche de la ruralité, au plus proche des problématiques rencontrées et traduites par les branches professionnelles, par les entreprises. Ces discussions devront avoir lieu dans les CREFOP. Ces discussions devront être débattues, challengées dans les prochains mois. Parce que nous, on regardera une copie et on attendra une traduction concrète. On attendra une réponse qui permet d'engager ces diagnostics. On attendra une réponse qui ne vise pas à faire table rase. On attendra des réponses qui nous présentent des expériences réussies, des expérimentations d'intérêt, des innovations multiples. En tout cas, des réponses qui permettent aussi d'acheter en flux. Des réponses qui permettent de donner de la lisibilité, mais en même temps de se donner l'agilité dont nous avons tant besoin pour répondre en temps réel aux entreprises. Je fais le pari que toutes ces logiques d'intervention, elles vont évidemment prendre un peu de temps, mais elles vont traduire progressivement, durablement, des changements dans nos pratiques. D'abord au service de la réussite des actifs, et évidemment pour ce qui relève de la profession, de la formation professionnelle, évidemment. À travers un comité stratégique que je vais engager dans les 15 prochains jours, dans 15 jours réellement, État, régions, partenaires sociaux, personnalités qualifiées m'accompagneront dans la gouvernance. On aura un immense chantier parmi
évidemment la validation de ces investissements. Ce qui nous est permis, c'est de donner. Mais tous les ans, on va évaluer. On pourra aussi décider que certaines copies, même parmi celles des régions, ne seront pas à l'attendu. Et donc, on abaissera les enveloppes proposées. C'est dans cette logique que l'on contractualise. Pas plus, pas moins que pour l'ensemble des acteurs. Parce que tous les ans, ce comité stratégique aura un devoir de regarder et d'évaluer ce qui sera fait. Le comité scientifique aura donc un rôle central. Il sera composé d'une vingtaine de chercheurs, scientifiques, économistes, qui viendront accompagner l'ensemble des acteurs de ces programmes pour évaluer à peu près une soixantaine d'évaluations dans les 5 prochaines années. Je vous le confirme, je ne vais pas m'ennuyer. Je crois que vous non plus. Alors, à ceux qui m'ont proposé effectivement de prendre une dose d'énergie de plus, j'ai commencé il y a 3 mois et je pense qu'elle est bonne pour nous tous. En réalité, je préfère, c'est vrai, la vitesse à la précision, parce que le coût du retard est toujours supérieur à celui d'une erreur. Mais en même temps, il nous faut systématiquement savoir ce sur quoi on souhaite évaluer. Systématiquement, évaluer sur des actions sur lesquelles il nous est permis d'identifier les impasses, de regarder les marges de progrès. Et tout ce qui relèvera des succès les plus inspirants, qu'on déportera dans d'autres régions. C'est la raison pour laquelle ce plan d'investissement, il traduit pour l'instant 17 programmes, ce sont 17 orientations, mais il ne les fiche pas, il ne les bloque pas. Il donne un grand axe qui consiste à dire là où les investissements sont nécessaires, nous les réorientons. Alors, ambitieux, oui. Je crois surtout que, comme le disait Eleanor Roosevelt, les seules limites de nos réalisations de demain, ce sont que nos doutes et nos hésitations d'aujourd'hui. Douter n'est pas une solution. Passer à l'action est le début de la transformation. Je suis certaine qu'ensemble, nous saurons nous dépasser. Je suis absolument certaine que nous saurons montrer toute l'efficacité attendue dans ce plan d'investissement. Je suis absolument certaine que vous serez nombreux à m'accompagner pour édifier cette société des compétences. Avec moi, prenez du courage. Je veux conduire cette transformation. Elle ne se joue pas contre, elle se joue avec vous. Alors c'est un investissement d'un genre nouveau, par son ampleur certes, surtout par sa méthode. Je remercie Alain de l'avoir tant souligné, d'abord parce que dans quelques heures aussi, on va engager pour la Grande Aquitaine, je vais le dire, la Nouvelle Aquitaine, mais je la trouve grande, c'est pour ça. Cet enjeu d'ampleur, localement, plusieurs millions d'euros vont être investis pour cette première année et je l'espère pour les années suivantes. Mais c'est dans une logique de confiance et de responsabilité que j'engage son plan. Cet investissement, il se joue en équipe. En équipe. Et je sais pouvoir compter sur votre engagement. Merci à tous.